Bienvenue à l'Assistant Coach, podcast de la NFL. Je suis Julien Gagnon et je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Bonsoir Julien. Comment ça va? Ça va super bien avec quelques jours de retard, mais Oui, ça va super bien. Qui se demande, j'avais la COVID la semaine dernière. Je l'ai su le lendemain du podcast et j'ai été vraiment KO, fatigué. Donc, je m'excuse pour ma voix. Si jamais là, vous la sentez un peu déraillée, c'est normal, c'est à cause de la fatigue. Et mardi, j'ai dormi au moment où normalement on aurait commencé à enregistrer le podcast. J'étais complètement épuisé, crevé. Et il fallait que je dorme. Exact. Puis pour ceux qui, je l'ai dit, j'en profite. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je sais que ça fait quelques fois que je le dis, mais pour les petites nouvelles de dernière minute, toutes ces choses-là, si vous voulez nous suivre sur Facebook, l'Assistant Coach Podcast sur Facebook, là, je l'ai annoncé sur Facebook la journée. Fait que ceux qui se demandaient, si vous voulez avoir toutes les nouvelles, n'hésitez pas à nous suivre. Oui, parce que normalement, là, on publie le mardi soir, tout de suite après l'enregistrement. Oui. Mais là, encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on enregistre un jeudi. Ça va arriver à d'autres moments, là, si jamais on a un empêchement. On va vous prévenir sur Facebook. Et on ne regarde pas le match du jeudi. Donc, il va commencer dans quelques instants. Il est 8h05 en ce moment pour ceux qui se demandent il est quelle heure qu'on enregistre. Il est 8h05. Dans quelques minutes, le match commence, mais on ne le regarde pas. Et je ne sais pas, peut-être que vous allez rire de moi, mais je viens officiellement de mettre Cordarrelle sur mon starting line-up de mon fantasy football. Mais on va savoir dans quelques heures si ça a valu la peine ou pas. Marc, j'aimerais vraiment commencer avec le devoir de match que je t'ai donné. Juste avant, je t'interromps une petite seconde. Okay. Je veux juste mentionner, on parlait des gens qui auraient des commentaires. Je veux petit shout-out à Danny Lebreu qui me parlait que lui, peut-être que son petit commentaire, ça serait des fois de peut-être définir certains termes qu'on utilise, qu'il y a certains peut-être plus néophytes du football qui nous écoutent. Peux-tu définir néophyte? Néophyte, c'est peut-être des gens qui ne sont pas nécessairement super connaisseurs de tous les termes du football qui nous écoutent. Donc des nouveaux, là. Des nouveaux. Puis peut-être qu'il y a certains termes qu'on utilise qui sont peut-être moins connus, comme par exemple dans l'épisode de la semaine passée, on a beaucoup utilisé le terme pick six. Peut-être que ça serait pertinent que des fois, de ces termes-là, qu'on les définisse. Une interception ramenée pour un toucher. C'est ça, voilà. Fait que c'est ça. Fait que merci à lui. Fait qu'on va essayer peut-être de faire attention à nos termes. Ouais, un pick six, c'est pas que tu ramasses tes 6 packs puis dans le fond, tu t'en vas les échanger pour de la monnaie au dépanneur. C'est pas ça. Non, c'est ça. Un pick six, c'est vraiment dans le fond, là, c'est que tu prends la balle, donc tu la piques. 6, qui est en anglais le chiffre 6, et non le nombre de points que tu fais lorsque tu marques un touché. Parce que c'est pas 7 points, c'est 6 points. Mais il y a un extra point qu'on peut avoir avec un botté où on peut y aller pour un autre touché qui donne 2 points. Je pense que le but, c'était pas d'expliquer pour des enfants de 3 ans. C'était de l'expliquer excuse-moi, pour des gens qui... Excuse-moi, je me suis emballé. C'est parce qu'il y a Béatrice qui a un enfant de quelques mois juste à côté de nous en ce moment. Qui nous fait des beaux sourires. Oui. Peut-être que vous l'entendez. Si oui, tant mieux. Ça va ajouter une touche de jeunesse au podcast. Ouais, une touche de jeunesse. Marc, j'avais un match vraiment là, que je voulais voir. Puis je veux aussi ton impression à toi. Les Chiefs l'emportent 20-17 contre les Titans du Tennessee en prolongation, s'il vous plaît. Souvent, dans mes devoirs de match, je sais comme pas trop par où partir. Mais moi, ce que je veux dire... Commence par le premier quart. Moi, la première chose que je veux dire, ici, c'est la définition de l'expression anglophone « bend but not break ». Donc, fléchir, mais ne casse pas. Fléchir, mais ne casse pas. Oui. Dans le sens que Patrick Mahomes finit le match avec 446 verges par la passe. D'habitude, quand Patrick Mahomes finit avec 446 verges par la passe, wow, les Chiefs ont marqué 45 points. Là. Oh oui, minimum 35. Puis là, ils en ont scoré 20, dont 3 en prolongation. Fait que pour moi, c'est vraiment la définition de... C'est ça, ils ont fléchi, mais ils n'ont pas... Tu sais, souvent, les Chiefs gagnent. Les Chiefs, dans ce match-là, ils ont pris la balle très, très souvent, très, très profondément dans leur zone. Ils ont quelques séquences, là, ils ont commencé avec le ballon à l'intérieur de leur ligne de 5. Ce qui a fait qu'il y a des séquences que les Titans ont donné 50 verges, mais en donnant 50 verges, ça faisait que les Chiefs étaient au milieu du terrain, ils bottaient ou il n'y avait pas de chance de marquer des points. Puis juste une question là, vite de même, là, parce que je sais que peut-être que tu vas le dire plus tard, mais s'ils ont autant de verges, est-ce qu'il y a des... ils sont allés en 4e essai et ça n'a pas marché? Est-ce qu'il y a des bottées manquées? En fait, il y a Butker, le botteur de Kansas City, qui est revenu. Là, il a été blessé pendant quelques semaines. Je pense que ça fait 2 semaines qu'il est revenu. Il y a un extra point de manqué. Sur le premier touché du match, il a manqué son extra point. Okay. Parce que la première possession du match, les Chiefs marquent un touché. Il marque son extra point. Après ça, la deuxième séquence, field goal. La troisième séquence, c'est un miss field goal. Fait que tu sais, déjà, ça a comme... Attends, tu dis qu'il y a eu l'extra point. Il n'y a pas eu l'extra point. Non, il a raté l'extra point. OK. Fait que première possession, les Chiefs marquent un touché, ils ratent l'extra point. Ils ratent.
field goal, ils prennent les devants 9-0. 9-0, OK. Puis après ça, l'autre possession, c'est un miss field goal. OK. OK? Mais, sinon, il y a eu un 4e essai qui a été raté justement au milieu de terrain comme ça. Mais sinon, il n'y a pas eu d'autres bottées ratées. OK. C'est vraiment, c'est ça. C'était vraiment des longues séquences des Chiefs qui se finissaient en milieu de terrain, mais qu'ils ont donné, c'est ça, 50 verges, mais que la défensive faisait le stop au bon moment. Puis est-ce que la défensive des Titans a fait des interceptions ou des fumbles? Il n'y a pas de turnover. Là. C'est ça qui est fou. Dans le match là. pour personne? Non. Wow. C'est ça qui est fou. Fait que la grosse différence, là, tu sais, Mahomes a 446 verges. La grosse force des Titans dans ce match-là, c'est que les Chiefs ont utilisé 3 running backs. Claire Edwards-Helaire, 4 courses, 5 verges. Pacheco, 5 courses, 5 verges. Oh my God. McKinnon, 3 courses, 4 verges. Dans tout le match, les 3 running backs des Chiefs ont 12 courses pour 14 verges. Mais j'ai vu dans les highlights que Patrick Mahomes a quand même couru vraiment Patrick Mahomes, beaucoup. si je me souviens bien, là, je vais essayer de vous trouver la stat vite fait. Je pense qu'il y a comme 60 ou 70 verges là, par la course, Mahomes. Il y a 2 gros gains par la course, dont un qui mène à un touché. 63 verges, c'est ça. 63 verges pour un touché, Mahomes. Les 3 running backs n'ont pas 20 verges ensemble. Puis Patrick Mahomes a 60. 6 courses, 63 verges, un touché, Mahomes. Wow. Fait que tu sais, la grande force, ça, c'est en plus de ses 446 verges. Fait au total, juste Mahomes, 446 verges par la passe, 60 verges au sol. Il y a 500 verges. D'attaque. Il score 20 points. Là. Wow. Fait que vraiment, moi, la défensive des Titans m'a beaucoup impressionné dans ce match-là. Et sincèrement, si Ryan Tannehill avait été le corps arrière des Titans dans ce match-là, moi, je pense que les Titans gagnaient le match. Un peu comme l'an passé, les Titans sont allés au domicile des Chiefs, puis ils ont gagné l'an passé. Absolument. Pour vrai, moi, tu sais, très honnêtement, Willis. Willis, oui, c'est ça. Tu sais, Willis, là, 5-16. Mais surtout au tight end puis au running back, il n'y a pas de passe complétée à des wide receivers. Il n'y a aucun joueur qui a plus que 2 réceptions dans ce match-là. Ben, c'est sûr qu'avec 5 passes complétées, il n'y a pas... mais l'affaire qui est fou, c'est qu'il n'y a pas grand chance d'avoir... Mais les Chiefs savaient que les Titans allaient courir. Puis ils n'ont pas été capables de les arrêter. Non, Derrick Henry, 115 verges, 2 touchés. C'est vraiment lui qui a transporté l'attaque des Chiefs sur ses épaules parce que Willis, vraiment, il a vraiment rien fait. T'sais, les verges totales... Mais ça rien fait. Ça reste que c'est sa première année. Il n'a pas joué, il n'était pas starter. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est un pas bon, là, dans le sens que... C'est un débutant. C'est un débutant, c'était son premier match dans la NFL. C'est juste que il n'a pas contribué à l'attaque de son équipe. Là. 5-16 dans la NFL, c'est pas ça qui fait que ton équipe... Les Titans ont eu moins de possessions, moins de verges, mais ils en ont profité plus. C'est pas compliqué. Les verges totales, c'est 500 à 229. Wow. C'est plus que le double. Ça finit en prolongation. Ça finit en prolongation. Fait que est-ce que les Titans ils ont eu une possession en prolongation? Oui. Oui. C'est juste qu'ils n'ont pas... ils sont ramassés comme en 4e et 25 ou quelque chose comme ça là, en prolongation, puis ils n'ont pas réussi à... OK. Parce que dans le fond, c'est ça. Les Chiefs ils ont fait une longue séquence de genre 6 minutes en prolongation, field goal, prennent les devants 20-17. Puis en prolongation dans la NFL, si la première équipe ne marque pas de toucher, donc si c'est juste nouveau, là. un field goal, c'est nouveau, je pense que c'est l'année passée ou quelque chose comme ça. Ouais. Si la première équipe qui a le ballon fait uniquement un field goal, donc ne fait pas de toucher, l'autre équipe a le droit à une possession. Puis suite au field goal des Chiefs, les Titans, c'est ça, ils sont ramassés comme en 4e et 20 cucks. Ils ne l'ont pas eu. Puis du côté des Chiefs, je vais quand même le mentionner qu'ils ont 11 joueurs différents avec au moins une réception. Ils ont impliqué beaucoup de personnes. 11 joueurs, donc ils ont impliqué vraiment beaucoup de monde par la passe. Ben, c'est sûr que Mahomes, il y a 446 verges. Tout le monde a été nourri. Exact. Kelsey, 10 réceptions. Juju Smith-Schuster, 10 réceptions. Mais 11 joueurs différents avec au moins une réception. Fait que vraiment, ça m'impressionne. Mais la défensive Mais juste ma question d'abord, je t'ai demandé, est-ce qu'ils sont legit? Parce que toi, tu n'étais pas convaincu des Titans. Ben pour moi, ce match-là... Mais malgré la défaite, tu te dis, wow, ils sont pour moi, il y a des sérieux. Défaites qu'on disait, il y a des défaites qui exposent une équipe, puis il y a des défaites que tu dis, ça, pour moi, c'est pas une défaite qui expose. Au contraire, c'est une défaite qui me montre que les Titans sont là pour vrai, puis qu'en série, les Chiefs watch out, parce que Tannehill... Pour vrai, les Chiefs, si tu mets Tannehill dans ce match-là, j'ai aucun doute qu'ils perdent le match, les Chiefs. J'ai aucun doute, parce que pour vrai, Tannehill, il n'aurait pas fini le match 5-16. Là. Puis j'aimerais rappeler une chose aux éditeurs qui nous écoutent. Les Titans l'an passé, ils ont terminé premier. Mais outre ça, la raison pour laquelle ils ont perdu contre les Bengals dans un match extrêmement serré, en série éliminatoire, c'est surtout que Derrick Henry était blessé aux chevilles, il ne jouait pas. Fait que même sans Derrick Henry, mais avec Tannehill, ils ont quand même été capables d'avoir un match extrêmement serré.
Fait que, tu sais, imagine que les Titans ont accès à Tannehill et à Derrick Henry. Là, c'est une attaque plus balancée. Puis avec la formule qu'ils ont et la défensive qu'ils ont, je pense qu'ils peuvent faire des dommages en série éliminatoire. Ouais. Fait que pour moi, le gros highlight de ce match-là, c'est la défensive des Titans. Puis la défensive des Chiefs, c'est quand même décevant. Tu sais, hey, on a juste donné 17 points, c'est quand même pas si pire. Sauf que tu as un corps arrière recru l'autre côté. Tu sais que les Titans vont courir, puis ils n'ont pas été capables d'arrêter le jeu par la course. Fait que pour moi, ça reste décevant là, de la part des Chiefs. Ils n'ont pas créé de revirement. Puis ils n'ont pas été capables d'arrêter la force des Titans qui était le jeu au sol. Exactement. Fait Parce qu'une bonne défensive va forcer l'adversaire à utiliser quelque chose qui n'est pas confortable. Ils savaient qu'elle allait courir, ils n'ont pas été capables de l'arrêter. Ben, chapeau aux Titans d'avoir des bons schémas de jeu, puis des joueurs élites, une bonne ligne à l'attaque, un bon running back. Donc, chapeau à eux. Ils ont maintenu leur identité, puis ça les a permis de se rendre en prolongation, puis de se donner une chance. De se donner une chance, absolument. Ouais, tu sais jamais en prolongation. Fait que voilà, ça ressemble un petit peu à ça pour le match Titans-Chiefs. Wow, super. Ouais. Mais comme je disais, là, c'est ça, j'avais des petits doutes dans les semaines passées pour les Titans. Moi, ce match-là des Titans m'a convaincu qu'ils vont gagner leur division, puis ils ont des chances de... Tu sais, peut-être pas de se rendre au Super Bowl parce que la AFC est vraiment jam-pack. Ouais. Mais tu sais, peut-être faire un petit bout de chemin. Là, non, mais série, là. Ils vont se donner une chance. Non, mais ils sont stables. Ouais. Le groupe de base, là, dans le fond, de cette équipe-là, avec Derrick Henry, avec Tannehill, avec aussi les tight ends qui sont là. Je ne pourrais pas te les nommer parce que il y a Hooper qui est rendu là. Il y en a Okun quelque chose. Attends, je vais essayer de trouver son nom. mais je ne suis pas sûr. Okonkwo. Chigonziem Okonkwo. Il y avait un joueur de l'Impact de Montréal qui s'appelait Okonkwo à un moment donné. Je ne suis pas un fan de l'Impact nécessairement, donc peut-être. Mais mon point, c'est pas ça que je voulais dire. C'est je sais qu'ils ont des bons tight ends qui aident à bloquer, mais qui sont capables de faire des catchs importants, puis des bons gains aussi. Donc, ils ont vraiment une formule puis une identité qui leur fonctionne bien, qui leur sourit bien. Puis pour moi, les Titans, avec l'entraîneur-chef Mike Vrabel, qui est là depuis longtemps, il y a une stabilité au niveau des entraîneurs-chefs, au niveau, dans le fond, des joueurs clés, des positions clés. Donc, même s'ils ont perdu A.J. Brown, qui a un talent extraordinaire, qui rend l'attaque encore beaucoup plus dynamique, je pense qu'ils sont capables de bien s'y faire malgré tout. Absolument. Pour moi, les Titans sont là pour vrai. Ça va être une équipe de série. Puis on verra ce que ça nous donne. Et là, maintenant, on arrive à mon devoir de match, Marc. Et yes, sir! Les Chargers l'emportent 20-17 contre les Falcons. Et c'est un match complètement cirque. C'est un match complètement cirque parce que là, j'aimerais commencer par le premier quart. OK, vas-y. Juste pour te mettre en contexte. Vas-y. Moi, je commence le match. Je sais pas quoi penser de tes Falcons que tu me vantes depuis un certain moment. C'est vrai que ça fait une couple de semaines que je suis hype. Là. Tu me les vantes. Moi, je te dis, les Chargers, je suis pas convaincu. Justin Herbert, dans le fond, il me semble blessé. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Tu as eu un devoir de match. Tu m'as dit un peu ce que tu pensais. Donc là, moi, ce que j'ai vu au premier quart, juste te mettre en contexte. Okay. Je vois les Falcons, une longue séquence à l'attaque, plusieurs verges, plusieurs minutes écoulées, marque un touché. Ensuite, 3 and out, punt pour les Chargers. OK, grosse défensive de la part des Falcons. Deuxième possession des Falcons, ils marquent un placement. C'est 10-0. Là, ils ont écoulé beaucoup de temps. Ensuite, encore une fois, une autre possession des Chargers. Ça se passe un peu mieux, mais encore une fois, ils finissent par punter après, je pense, peut-être un 5 ou 6 jeux. Okay. Là, c'est 10-0. Les Falcons reprennent la balle. Dans le fond, ils commencent une autre séquence. Le premier quart se finit. Les Falcons ont eu possession du ballon pendant 12 minutes 42 secondes. Aïe. Sur 15. Sur 15. C'est fou, ça. 12 minutes 42 secondes. Donc là, dans le fond, moi, je me dis, oh my God, les Chargers, ça font manger, ils vont se faire une dégelée. Okay? Ouais. Parce que là, dans le fond, Cordarrelle Patterson, il court, il est inarrêtable, il y a 92 verges au sol. Il y a un touché aussi, me semble. Et un touché juste au premier quart. Fait que là, dans le fond, un 100 verges à l'attaque pour un running back, c'est exceptionnel pour un match. Il y a ça dans un quart. 100 verges puis un touché. Mais il finit à 92 et un touché. Je te dis ça parce qu'il finit le match avec genre 116 verges. C'est ça. Fait qu'il n'y a rien fait après. L'autre running back sur 10, dans le fond, là, possession. Algier. Je sais pas comment le prononcer. Algier. Algier. Je sais pas comment le prononcer, mais bref, celui-là, okay, le deuxième running back recru des Falcons. Il y a 10 fois, il met la main sur le ballon, il court pour 99 verges. Il est inarrêtable. Okay? Puis, juste ces deux-là, ils ont 200 verges au sol, puis ils sont pas capables de marquer plus que 17 points, les Falcons. Parce que pour le reste du match, les Chargers sont revenus dans le match, ils ont fait quelques jeux clés en défensive, ils ont été capables de stopper les Falcons.
Les Falcons qui se sont mis à passer la balle avec Mariota qui s'est mis à pas être l'ombre de lui-même, à pas être efficace, pas quelques passes au bon moment, à essayer de passer, manquer la cible sur ses receveurs. Et les Chargers, à la fin du match, finissent avec un 28 minutes de temps de possession. Puis les 28 minutes et quelques secondes. Puis les Falcons, à peine 31 minutes. Les trois autres quarts, ça a été... Les trois autres quarts, ça a été largement dominé Okay. par les Chargers. Puis le pire, il y a un moment où les Falcons arrivent à la porte des buts au troisième quart. Parce qu'à ce moment-là, l'affaire qui s'est passée, c'est que dans l'ordre des points, il y a eu un 10-0. Ensuite, les Chargers, au deuxième quart, ils ont marqué 2 touchés. La première mi-temps se finit 14-10. Les Falcons reviennent, je pense, deuxième possession avec la balle. Ils marquent un touché. Là, dans le fond, c'est 17-14 pour les Falcons. Il y a un moment où les Falcons retouchent au ballon. Ils peuvent marquer des points supplémentaires au troisième quart. Ils arrivent extrêmement proches de la zone de but. Et là, il y a un receveur de passe pour un court gain. Il essaie de pousser avec ses jambes. Il y a 2 joueurs sur lui qui le bloquent. Là, le jeu, il va bientôt être sifflé. Là. Mais il n'est pas sifflé parce qu'il essaie encore de pousser. Puis Aller chercher la verge de plus. Chercher la verge de plus. Pendant ce temps-là, Khalil Mack arrive, le plaque sur le côté, mais il plaque le bras. Dans le fond, le bras qui tient le ballon est plaqué et Khalil Mack arrache la balle des mains. Et il court sur il court jusqu'à la ligne de 50 avec la balle. Genre, il court pour un 40 verges là, avec la balle des mains. Puis là, je suis comme, oh my God, possession courte. Il empêche les Falcons de marquer. Ça change le momentum. Ça change le momentum du match. Ouais. Ça change tellement le momentum que 4 jeux plus tard, une interception lancée par Justin Herbert. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi ça, ce jeu-là? Il n'y a pas de revirement dans le match durant toute la première demi. Alors ça, coup sur coup, il y a un ballon arraché, retourné pour se faire lancer une interception juste après. C'était complètement cirque. Ce match-là, c'était complètement cirque. Ça me faisait capoter. Plus tard dans le match, il y a un moment où est-ce que les Chargers créent l'égalité. 17-17. En fin de match, 4e quart, il arrive à la porte de la zone des buts. Puis là, tout d'un coup, Justin Eckler, qui est super fiable, il n'y a pas beaucoup d'échappées. Il en connaît un fumble. Il y a un joueur des Falcons qui prend la balle. Il court sur 30 verges. Il ramène ça à la ligne de 37. Il se fait plaquer, mais avant de tomber, il échappe la balle. Ah non. Fumble. Repris par les Chargers. Là, ça me fait capoter parce que coup sur coup, les deux équipes sur le même jeu ont fait 2 fumbles. Et là, dans le fond, je me dis, OK, repossession des Chargers, mais là, ils sont peut-être à distance où le placement, il n'est pas automatique. Réussissent à faire quelques jeux explosifs, à se ramener en bonne posture. Je pense un placement de 27 ou genre 34 verges. Très proche, là, de quoi c'est très ça. proche, là, une trentaine de verges, Okay. je pense 27 pour de vrai. Puis là, dans le fond, il marque un placement en fin de match, puis il gagne 20-17. Wow. Ça m'a fait... en tout cas, c'est 2 revirements pour les 2 équipes. Mais puis les 2 revirements coup sur coup à chaque fois. Je te sens un peu fâché contre les 2 équipes. Tu n'as pas l'impression que ni l'une ni l'autre a bien joué nécessairement, dans le fond. Beaucoup d'erreurs évitables, mais pas des erreurs comme des mauvaises pénalités. Des fois, c'est des mauvais jeux. On cherche la verge supplémentaire. Mets-toi au sol. Tu n'as pas besoin de la verge supplémentaire. Ça crée des revirements. Puis le pire, c'est que Justin Herbert, on peut le défendre en disant il manque Mike Williams, il manque Keenan Allen, qui sont les 2 top receveurs de passe pour cette équipe-là. Les recrues ont fait une job exceptionnelle. Les tight ends aussi. Everett, quelques beaux catchs. Carter aussi, quelques bons catchs. Vraiment, ils l'ont aidé. Fait que c'est pas tant le fait qu'il manquait les receveurs de passe élites, dans le fond, là, des pro ballers, là, donc parmi les bons joueurs. Ils sont exceptionnels, ces 2 joueurs-là. C'est vraiment Justin Herbert. Durant toute la première demi, il lançait la balle, mais comme avec des flics sur le côté. Fait que c'est comme s'il ne voulait pas, parce qu'il était blessé aux côtes, là, genre semaine 2, semaine 3. J'arrête pas d'en parler, que sa santé me tient à cœur, parce que oui, dans mon fantasy football, mais c'est surtout que... Je pense que tu l'as droppé cette semaine. Je l'ai droppé cette semaine. semaine. Non, j'ai pas droppé, je le garde sur mon bench. Mais mon point, c'est, moi, j'ai envie de voir du bon football. Fait que j'ai envie de voir les meilleurs joueurs jouer, puis que les meilleurs l'emportent, pas les moins blessés ou les moins amochés. Oui, c'est ça. Puis je sens que Justin Herbert, il joue pas comme semaine 1, semaine 2, vraiment niveau élite. Comme je dis, il lançait des flicks sur le côté. C'est comme s'il ne voulait pas lever son bras plus haut que ses épaules. Là, j'invite les gens à la maison de lever votre bras plus haut que les épaules, voir que votre côte sont comme étirées un peu. C'est comme si le torse, là, il était comme étiré, puis c'est sûr que ça lui fait mal aux côtes. C'est pour ça qu'il ne veut pas lever la balle. Il court plus. Il ne veut pas recevoir de contact. Il se débarrasse du ballon plus rapidement. Il ne veut pas se faire toucher. Il veut se protéger. Mais c'est que tu n'es pas à 100%. Hey, repose-toi. Repose ton corps quelques semaines. Mets un backup, comme toutes les équipes ont fait. Dans le fond, là, les Dolphins ont mis des backups, ça s'est bien passé. Les Cowboys ont mis des backups, ça s'est bien passé. Fais confiance à tes backups, ils sont là pour ça. Il faut que tu te reposes, surtout si tu veux te rendre loin en série éliminatoire avec ce jeune-là. On en parle que la AFC, vraiment, tout le monde se mange et relevé. Mais tu en as besoin
tu veux pas gaspiller la saison puis te dire à la fin, c'est normal qu'on ait perdu, il n'était pas en santé. T'avais l'option de le faire reposer. Puis c'est sûr que la lutte est chaude en ce moment, mais prends le risque de peut-être perdre un match ou deux, mais qui guérisse, puis qui revienne en force, puis qui va te gagner des matchs sur le long terme. C'est ça qui m'inquiète un peu avec les Chargers, c'est que oui, ils sont mochés, mais toutes les équipes vivent avec des blessures, puis je sens qu'ils les gèrent mal en ce moment. Ça m'inquiète au long terme. Si je suis un fan des Chargers, je ne suis pas encouragé par cette victoire-là, puis par cette performance-là. C'était un match qu'ils auraient dû gagner par au moins 10 points d'écart. Ça a été serré jusqu'à la toute fin, puis des jeux évitables de fumble et d'interception. Puis surtout, dans le fond, il n'y a pas beaucoup de longues passes que Justin Herbert a tenté. Tu le vois qu'il est dérangé, puis c'est un bras canon, mais je ne l'ai pas vu, ce bras canon-là. OK. Puis pour les Falcons, comment tu peux courir puis contrôler le tempo pendant 12 minutes 40? Puis après ça, genre, abandonner la course. Comment tu peux faire ça? C'est que tu as 2 running backs élites qui sont extrêmement bons. Tu as une bonne défensive qui est capable de faire des stops. Pourquoi est-ce que tu lances la balle, écoule le temps, empêche ton adversaire d'avoir des séquences à l'attaque? Puis en plus, c'est pas juste pour empêcher, c'est pas juste pour écouler le temps, c'est ça qui te fait avancer puis gagner le plus de terrain. Ben oui, t'as gagné, comme tu dis, 100 verges Algier puis 90 verges Corderell. À la fin 92 verges juste au premier quart. Ouais, c'est ça. Mais les deux ont plus de 100 verges chacun. Ben oui. Fait que, mais question pour toi par rapport à Mariota. Tu disais que tu l'as senti un peu erratique. Là. Est-ce que tu sens... Parce que on avait un peu cette discussion-là avec Justin Fields dans les dernières semaines. Est-ce que tu sens que c'est vraiment lui ou il est juste mal entouré? Il n'y a pas nécessairement de bons receveurs établis? Peut-être qu'il est mal entouré parce que là, c'est sûr que dans le fond, Kyle Pitts, c'est un tight end qui était dans le fond toute étoile l'an passé. Mais là, Calvin Ridley... dans le fond... Il a été échangé. Il est suspendu, mais il a été échangé. Il était suspendu parce qu'il avait parié sur la victoire de son équipe alors qu'il ne jouait pas. C'est un peu absurde, mais tu n'as pas le droit de parier sur ton équipe même si tu ne joues pas. Même si tu n'as aucun contrôle sur le match. C'est pas comme si tu... En tout cas, peu importe. Les règlements sont là pour ça. Même si je trouve ça absurde, il a été suspendu une saison complète alors que quelqu'un qui a 24 poursuites au civil, lui, il manque juste 12 matchs. C'est ça. C'est pas grave. C'est de même. C'est complètement... Tu n'as pas le droit de parier 1500$ sur ton équipe pour gagner quand tu ne joues pas, mais tu as le droit d'avoir 24. En tout cas, peu importe. La NFL est très conséquente dans ses mesures disciplinaires, mais il y a aussi, dans le fond, là, un autre joueur qui avait été échangé parce que c'est pas juste Calvin Ridley qui était bon aussi. Là. Je pense qu'il y avait un joueur qui a changé d'adresse. Il y avait Julio Jones il y a 2 ans. Il y a 2 ans, mais il y avait, en tout cas, dans ma tête, il n'y avait pas juste Calvin Ridley, il y avait quelqu'un d'autre aussi qui n'a pas été capable a été échangé. Donc, je perds son nom, mais ils ont perdu plusieurs. On en parle moins de l'autre option, mais je trouvais que c'est une option viable. Bref, peut-être que c'est le manque de receveurs de passe. Il y a London aussi qui est arrivé, c'est une recrue qui a eu un bon début de saison. Je pense 2 ou 3 matchs, mais depuis, il est plutôt invisible. Mais depuis que l'attention des meilleurs débits de l'autre équipe, c'est sûr que ça devient plus difficile. Donc, bref, moi, je ne sais pas si c'est juste ça, mais Mariota, c'est quand même un corps arrière expérimenté. Il fait bien la job. Je le sens mobile quand il faut qu'il soit mobile. Mais je sens que les Falcons sont pas bâtis pour se rendre loin en série éliminatoire. C'est un peu comme les Aigles de l'an passé. Sont pas rendus. S'ils sont pas là, ils vont se faire battre au premier tour, mais ils vont être contents de s'être rendus en série. C'est ça. C'est encore accessible parce que les Buccaneers ont toutes sortes de problèmes. Ils gagnent d'arrache-pied ou ils perdent d'arrache-pied. Mais ça va se jouer entre une de ces deux équipes-là pour la division. Exactement. Puis l'autre ne fera pas le wild card. L'autre ne fera pas le wild card parce qu'ils n'auront pas une assez bonne fiche. Donc, ça m'inquiète pour les Falcons, mais c'est un bon pas dans la bonne direction. Avec le changement d'entraîneur-chef, avec changement de corps arrière aussi, Matt Ryan qui est parti. Avec des bonnes recrues, autant comme on parlait de London, mais aussi de Algier. Algier. Je sais pas si Algier, mais écrivez-nous, envoyez-nous un extrait sonore de comment il faut le dire. Je prends pas plaisir à scraper le nom d'un joueur, mais ce joueur-là est explosif, il est très bon, puis j'aime beaucoup le voir jouer. Donc, pour moi, l'avenir est beau. Mais c'est sûr que Cordarrelle Patterson, qui c'est sa 9e saison, tu ne pourras pas profiter de lui encore 3-4 ans. Là. Fait que, il t'aide à la reconstruction, mais ça ne va pas être lui à long terme, malheureusement. Donc, il faut que ça se passe vite. Mais j'aime le projet des Falcons, mais je n'y crois pas pour cette saison-ci. OK. Ça, c'est mon opinion pour l'instant. Ça peut changer, mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Ben, merci, Julien, de ce droit de match. Merci. Parlons du match. La semaine dernière, les Eagles gagnent contre les Texans 29-17. Moi, j'ai vu ce match-là et je vais être franc avec toi, les Texans jouent avec beaucoup de fierté. Les Texans, j'aime ce qu'ils me proposent parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs étoiles, mais à mi-temps, c'était 14-14. La défensive jouait bien. L'attaque aussi a été inspirante. Je trouve qu'il fait des bons jeux.
Le problème, c'est qu'il en a eu plein les bras, puis A.J. Brown a fini par être A.J. Brown. A.J. Brown, Puis, quelle saison. Quelle saison exceptionnelle. Puis ça se résume à ça. Jalen Hurts, A.J. Brown, quand A.J. Brown est bien couvert, Dallas Goedert, qui a eu, je pense, 8 réceptions durant ce match-là. C'est fou, aussi. Ces deux-là font un travail colossal avec les Eagles. Les Eagles se sont quand même, entre guillemets, débarrassés de Zach Ertz l'année pour faire passée. de la place à Goedert. Puis Zach Ertz, là, c'était leur tight end depuis plusieurs années qui avait été exceptionnel pour cette équipe-là, puis ils l'ont tassé pour faire de la place à Goedert. Oui. Mais quelle bonne décision, parce que vraiment, Goedert qui est exactement. Ouais. Mais Ertz paraît super bien avec les Cardinals. Oui, aussi, c'est ça. C'est comme un win-win pour tout le monde. C'est win-win pour tout le monde. Puis tant mieux pour les Eagles qui ont su garder vraiment leurs éléments pour le futur. Absolument. Mais les Eagles, là, ils devaient gagner ce match-là, puis les Texans jouaient avec beaucoup de fierté. Si j'étais un fan des Texans, j'aurais été quand même très fier du show qu'ils ont rendu puis de la ténacité. Je sens que les Texans sont sur une bonne passe en ce moment. Je sens vraiment que le projet d'avenir, c'est pas des victoires faciles. Puis les Eagles, ils l'ont pas eu facile, ils ont dû travailler fort, puis ils ont dû être capables de mettre l'adversaire hors de portée. Puis ça a été 14-14 pendant un bon moment. Là. Fait que chapeau aux Texans. Ouais. C'était un meilleur spectacle que je pensais. Okay. J'ai aimé voir ce match-là. Honnêtement, j'ai aimé voir ce match-là. Cool. Les Dolphins l'emportent 35-32 contre les Bears. Tu sais, je veux pas trop m'attarder sur ce match-là, mais pour moi, ce qui ressort, c'est que Jeff Wilson est devant Raheem Mostert comme running back du côté de Miami. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il aille de l'avant avec Jeff Wilson, qui leur donne vraiment une option. Une vraie option. Tu sais, il y a eu tellement de running back dans cette équipe-là cette année. Tu sais, il y a Chase Edmonds qui a été là à un certain moment. J'ai l'impression qu'ils ont commencé l'année, je pense qu'il y avait 5 running back dans leur depth chart. Oui, de premier plan, oui. Tu sais, des gars de nom, là, pas juste sur le practice squad, là, vraiment des gars de nom de la NFL. Oui. Là où Jeff Wilson y arrive, je pense que c'est vraiment lui qui prend la tête de ce backfield-là. Fait que j'espère qu'ils vont continuer avec lui parce que j'ai trouvé qu'il a donné un bon support à Tagovailoa dans ce match-là. J'ai pas vu le match, fait que je ne veux pas parler de mon opinion, mais je parlais des Dolphins et des Bears plus tard pour la semaine, oui, pour la semaine prochaine. À venir. Mais ce résultat-là me surprend. Donc, chapeau aux Bears qui débloquent. Ils ont trouvé un plan pour Justin Fields. Depuis qu'ils sont revenus de la bye week, c'est pas la même équipe qu'avant. Puis j'aimerais juste qu'on se rappelle, puis garder ça en tête. Quand on voit des analystes sportifs ou même quand vous regardez qui a battu qui, il faut se rappeler que les Bears, avant leur bye, c'était une victoire qui était considérée comme facile. Donc, il ne faut pas se dire « Ah, ils ont battu les Bears, donc cette équipe-là est bonne. » Les Bears de maintenant, c'est pas les Bears d'avant. Non, c'est donc, ça. Donc, il faut vraiment regarder la victoire ou la défaite est arrivée quand. Ouais. Le projet qu'ils nous donnent en ce moment... Je trouve qu'ils ont compris comment utiliser Fields, puis je t'avais promis des statistiques sur Justin Fields. C'est exceptionnel son match. Tu sais, par la passe, là, il y a juste 123 verges par la passe, mais il en demeure pas moins qu'il est 17 en 28 avec 3 passes de toucher. 3 passes de toucher, puis il a écrit le record pour le plus de verges en saison régulière au sol par un corps arrière. 15 courses, 178 verges au sol, puis 1 touché. Fait qu'il finit sa journée, il finit quand même sa journée avec 300 verges d'attaque, puis 4 touchés, là. Exceptionnel. Il en demeure pas moins que moi, je vois vraiment une progression dans son jeu. La petite question, c'est que je pense qu'on n'a pas encore trouvé la recette pour Chase Claypool. 2 réceptions, 13 verges. Il en demeure pas moins qu'à la fin, c'est ça. À la fin, il est plaqué par 2 joueurs des Dolphins avant d'avoir une possibilité de toucher au ballon. Donc, il y aurait peut-être une non-décision contestable de la part des arbitres qui aurait peut-être permis aux Bears de poursuivre leur séquence, puis tout le moins d'avoir une tentative de placement. Chase Claypool fait respecter Mooney. Exact, il fait respecter le tight end, Comet. Comet qui a eu un excellent match. Qui a eu un excellent match. Donc, pour de vrai, ça libère la pression aux autres. Donc, bravo pour l'acquisition. On pensait que c'était pour la saison prochaine, mais c'est dès maintenant que ça se passe. Oui, c'est ça, oui. Donc, chapeau. Humiliation, les Bengals démolissent 42-21 les Panthers. Si je dis démolir, c'est que c'était 35-0 à la mi-temps. Puis il y a un moment où c'était 42-7. C'est là que j'allais dire. Fiez-vous pas à 42-21 que tu dis c'est peut-être. Non, les Panthers, c'est débarqué, c'est fini. Moi, je veux juste le mentionner. Ça paraît pas au score puis ça change pas l'allure du match, mais juste pour dire à quel point Caroline, ça va pas bien. 3 fois, il y a eu des jeux que les Bengals ont inscrit un touché. 2 fois à la ligne de 1. Puis 1 fois que c'est une course de 20 verges de Mixon. Sur ces 3 jeux-là, Caroline avait un hors-jeu les 3 fois.
défensivement, là, sur ces 3 jeux-là, c'est un jeu qui n'a rien changé à l'issue du jeu parce que ça finit sur un touché. Ouais, mais il aurait donné une option pour un oui, premier jeu. Dans le sens que, tu sais, ça apparaît pas dans les statistiques, ça apparaît pas nulle part, mais je trouve que c'est juste une petite statistique sur le site qui démontre à quel point cette équipe-là s'en va pas dans la bonne direction. Disciplinée, puis c'est sûr que c'est ça qui se passe quand tu renvoies ton entraîneur-chef après 5 semaines d'activité. Exact. Puis là, je pense qu'ils ont renvoyé à d'autres coordonnateurs. Ouais. J'ai perdu le fil un peu. Ils font le ménage, ça. mais là, c'est rendu en cours de tant saison. mieux. Ils essayent de rebâtir, mais... Je ne veux pas parler trop, mais si votre équipe affronte les Panthers bientôt, ben bravo à vous. C'est ça. Chapeau. Mention à Mixon, 5 touchés dans ce match-là. 4 au sol, 1 par la passe. Chapeau, mon gars. Ils l'ont feedé, m'a dit, pour c'était son match, puis il n'y avait aucune réponse de la part de l'autre équipe des Panthers. Vraiment dégueulasse. Dans le fond, là, un match là, vraiment surprenant pour moi. Les Lions gagnent 15-9 contre les Packers. Marc, tes Packers. Aaron Rodgers, 3 interceptions, dont 2 dans zone début. Il y a des saisons complètes qu'Aaron Rodgers avait ça, 3 interceptions. Ouais. Là, il y en a 3 dans le même match. Tu sais, la défensive de Détroit, là, 5 rookies dans cette défensive-là. Là. 5 rookies sur 11 joueurs. 5 partants rookies sur 11 joueurs. C'est leur première saison. Oui, rookie, c'est ça. C'est leur première saison. Pas première ou deuxième, là, vraiment c'est la première saison. Fait que ça veut dire que tu as la moitié de ta défensive que c'est des joueurs de première année. Moi, chapeau à cette équipe-là, chapeau à cette défensive-là qui s'est battue contre un Aaron Rodgers et une attaque des Packers qui est catastrophique, lamentable. Je manque de qualificatifs, pour vrai. Pour les Lions, ça fait du bien, un match de division. Oui, pour vrai, les Lions, c'était leur Super Bowl. En quelque part, c'était un peu ça. Ben oui, parce qu'à 1-6, tu te bats pour la fierté. C'est ça. Puis Aaron Rodgers te dénigre. À chaque fois qu'il perdait un match, il disait « Au moins, on n'a pas perdu contre les Lions. Ouais. » Mais là, mon chum, tu as perdu contre les Lions. Fait que, tu sais, bref, tout pour dire que Aaron Rodgers, il se fait beaucoup d'ennemis dans le locker room en ce moment. Il a parlé dans le dos de tout le monde. Tout le monde, oui. Là, cette semaine, il dit que peu importe c'est quoi notre opinion sur lui, il s'en fout. Fait que disons ce qu'on veut sur lui. C'est ça. Puis je veux juste mentionner là, que tu sais, on s'en parlait avant. Pendant le match, ceux qui ont écouté le match, il y a eu l'interception dans la zone de but. Je me souviens plus du joueur défensif de Détroit. C'est un rookie aussi. C'était une passe vers Bakhtiari, qui est un joueur de ligne qui s'est transporté comme tight end juste pour ce jeu-là. À la position de tight end pour le jeu. Exactement. Ouais. Puis le commentateur a passé 10 minutes à louanger le joueur défensif en disant quel jeu. C'est pas quel jeu. Honnêtement, là, c'était juste une excessive mauvaise passe d'Aaron Rodgers. Puis même si le joueur défensif n'avait pas été là, le ballon ne se rendait même pas à Bakhtiari. Bakhtiari n'aurait même pas pu capter le ballon. Puis la statistique, c'est que ce joueur-là, à vie, c'est sa première interception. Tout niveau confondu. Du middle school, high school, college, NFL, c'est sa première interception. Ouais. Ça veut tout dire. Fait que je ne veux pas m'attarder, mais pour moi, cette saison-là, c'est une saison perdue pour les Packers. J'ai l'impression que ça va aller de mal en pis là, à chaque semaine. Puis voilà. Puis chapeau aux Lions, hein, honnêtement. Chapeau aux Lions. Chapeau aux Lions, là. Dan Campbell, il a le cœur sur la main. Puis bravo, cette équipe-là, il n'abandonne pas. Puis le grit, comme le grit, c'est ça. Ceux qui ont écouté Hard Knocks savent. Le grit. Là, dans le fond, la surprise de la semaine, les Jaguars l'emportent 27-20. La surprise, parce que les Raiders gagnaient 17-0 et ils se sont fait remonter. Et ils ont perdu contre les Jaguars 27-20. Rien ne va plus pour les Raiders. Autre massacre, autre humiliation, les Patriots l'emportent 26-3 contre les Colts. Les Colts qui n'ont jamais été dans le coup avec leurs recrues. La ligne défensive des Patriots a mangé la ligne offensive. 9 sacs dans le match. Ils ont humilié les Colts, ils en ont profité. Humilié les Colts. Tu sais, le seul point négatif, si je peux dire ça comme ça, du côté des Patriots, pour moi, l'attaque m'inquiète quand même un petit peu. Mais c'est pas le seul point négatif. Moi, j'ai un collègue qui est fan des Patriots. OK, vas-y. Puis quand je lui ai parlé de ce match-là, il m'a dit « Ouais, mais combien de touchés offensifs? » C'est là que je m'en allais. C'est exactement ça. C'est là que je m'en allais. Ça. Dans le match, là, les Patriots ont 2 touchés dans le match. Il y a un des touchés qui c'est un pick six. Donc, c'est la défensive qui fait l'interception. Je l'ai verbalisé en français en début de match. Exactement, en début de podcast. Et le deuxième touché, c'est pas un field goal, mais c'est un block punt. Donc, les unités spéciales des Patriots bloquent le dégagement des Colts et l'attaque des Patriots reprend la ligne de 2. Et ils inscrivent le touché. C'est les 2 seuls touchés du match. Fait que ce que ça veut dire, c'est que... Le seul touché offensif, la séquence a commencé à 2 à la ligne de 2. Exact. Fait que pour moi, l'attaque des Patriots inquiète. On s'entend, là, sont quand même à 5-4 dans la division la plus relevée de la NFL.
Ils ont eu seulement 2 matchs interdivision. Ouais. Ils sont 1-1. Ils ont battu les Jets quand, de mémoire, Wilson ne jouait ne pas. jouait pas. Donc, Fait que, tu sais, ils sont quand même 5-4. On peut pas leur enlever leur fiche, ouais. mais j'ai de la difficulté à voir cette équipe-là en série malgré tout. On en parlera tantôt, mais moi, j'ai Non, quand moi, même je les vois pas là. cette inquiétude-là. J'ai quand même une inquiétude par rapport à Je l'attaque. les vois pas là parce qu'ils ont battu des équipes un peu comme les Steelers en début de match, en début de saison, quand il y avait beaucoup de blessures. Ouais. Donc, ils ont battu des équipes qui étaient à terre, puis en ont profité parce que la défensive mange les recrues corps Mais, arrière tu sais, et on mange s'entend, les là. mauvaises La attaques. défensive des Patriots, c'est une des, sinon la meilleure défensive de la Ligue. Là, on s'entend. Oui, Mais... reste élite. Ouais. Là, autre surprise cette semaine, mais il ne faut pas être surpris d'être surpris, Marc. Non. Les Jets sont pour de vrai. Oubliez les Jets avec victoire facile. Les Jets l'emportent 20-17 contre les Bills. C'est quoi la différence dans ce match-là, Julien? C'est que Josh Allen s'est fait plaquer puis il a été blessé au coude. Pour moi, c'est pas ça. Non, c'est le jeu au sol. Parle-moi-en. Merci. La Différence dans ce match-là, c'est le jeu au sol. c'est que les Jets ont 174 verges au sol et les Bills ont 39 verges au sol. Combien par Josh Allen? Non, ben, je parle juste des running backs. Ok, là. ok, ok. Je parle juste des running backs parce que Josh Allen, je pense qu'il a 60 verges aussi. Là. Ouais, c'est ça. Mais 39 verges par les running backs des Bills. Par contre, Naeem Hines, c'est son premier match à vie. Il y a eu un target, puis c'est tout. Oui, pas beaucoup oui, de snaps. mais- Like, il est nouveau dans le système. Mais dans le sens que c'est pas lui qui va révolutionner le jeu au sol des Bills. Non, malheureusement. Pour moi, c'est ça. La différence du match, c'est le jeu au sol. Puis Josh Allen, je comprends qu'il a été shaké puis il a été blessé, mais sur ces 2 interceptions, c'est quoi? Il l'a dit lui-même. C'est quoi? Non, non, ouais. C'est pas juste une mauvaise passe. Là. C'est même pas dans le bon fuseau horaire qu'il a Mais- lancé ça. là. C'est vraiment 2 interceptions Je vais dégueulasses. répéter, les Jets, ils sont pour le son. Ah oui, les Jets sont là pour vrai. Puis Sauce Garner, là, incroyable joueur défensif. Ah Ce gars-là, oui. incroyable. Regardez le jouer, il est explosif, il est partout sur le terrain, il est dominant. C'est une recrue qui joue comme un vétéran, ça me fait capoter. Ils ont misé juste, puis les Jets, ils ont une défensive vraiment redoutable. Ah oui, La pour vrai. défensive des Jets, là, elle Les est Jets, très c'est bonne. un package deal. La seule peut-être petite question des Jets, c'est Zach Wilson. Est-ce qu'il est vraiment élite ou non? Mais Mais comme je te disais, il est très bien entouré. Mais à sa défense, la semaine dernière, je te le disais, blessé en début de saison, Oui. blessé la saison dernière, est arrivé à cause d'une blessure. Donc, il n'y a pas beaucoup de matchs derrière la cravate. Mais ce qu'il me propose, j'y adhère. C'est une bonne recrue qui se développe. Puis je sens qu'il devient de plus en plus fort plus la saison avance. Donc, chapeau pour Robert Saleh qui garde ses reçus. Donc, puis là, il cash in, là, il fait les remboursements. Il va dans les Ouais. magasins puis il rembourse. Là, les Absolument. Bills viennent de rembourser. Parce que je veux te dire que Grosse victoire, ça. beaucoup de gens crachaient sur les Bills en début Ouais. de saison. Personne n'a donné cher de leur peau. Ils Pas sont les six- Bills, les Jets. Les Jets, excuse-moi, oui. les Jets, petit lapsus. Oui. Mais les Jets l'emportent contre les Bills. Ils sont à 6-3 en ce moment. Donc, chapeau à eux. Puis 2 de leurs défaites, c'était au début avec Joe Flacco aussi. Donc, Oh, oui, c'est donc 2 exceptionnel. de leurs défaites, c'est avec Joe Oui. Flacco. Wilson, depuis qu'il est revenu au jeu, est invaincu. Donc, Ils n'ont pas une défaite? ils ont une seule ont une défaite, défaite, mais oui, il ils ont une était défaite. blessé. Je pense que lui, comme starter, puis Ah, qu'il c'est peut-être- reste, puis il ok. finit le match. C'est peut-être ça, OK, ouais. Parce que semaine 1, ils ont perdu. Il a commencé le match, mais il n'a pas fini. Ah, c'est peut-être ça, oui, OK. Depuis qu'il est revenu au jeu. Fait que, Ok. tu sais, je la compte comme défaite, mais Ouais, tu sais, ouais. depuis qu'il est revenu de Ok. sa blessure, il est 5-0. Fait que, tu sais, sachons-le, là, je veux dire. Sachons-le. Donc, ceci étant dit, on passe maintenant au prochain match. Les Vikings l'emportent in extremis contre les Commanders. Gros match serré. Puis une victoire, c'est une victoire. Les Commanders, on en parlait qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Ils ont vraiment une bonne défensive. Pour de vrai, chapeau aux Vikings d'avoir remporté, puis les Commanders d'être restés dans le coup jusqu'à la fin. J'adore ce que Tyler Heineke nous propose. Oui, Encore une fois, il aurait pu encore se sauver avec la victoire. C'était un beau match, c'était divertissant, mais on n'en parle pas beaucoup parce que les Vikings, c'est pas un gros marché. Puis les Commanders, tout le monde parle du fait que leur propriétaire est poursuivi par le fédéral à cause de crimes financiers, puis qu'il ne veut pas vendre son équipe à Jeff Bezos. Mais peu importe, les Commanders, on parle pas de... Mais ils ont des joueurs de talent là-dedans, puis c'est une équipe qui est vraiment divertissante à voir jouer. Donc, pour de vrai, c'est plate qu'on parle des Commanders, mais pas pour les bonnes raisons. tu sais, puis on s'entend que les Commanders sont 4-5 dans une division où c'est la seule équipe en bas de 500. Tu sais, c'est pas une mauvaise équipe, les Commanders. Non. Là, il y a quelque chose à faire Ils là. perdent par pas beaucoup de points. Ouais. Là. Ils sont toujours dans le match. Ils ont été déclassés une fois, là, mais je ne me Mm. rappelle plus par contre quelle équipe, mais à part une fois que ça s'est mal passé, le reste, ça s'est vraiment bien passé. Les Seahawks l'emportent 31-21 contre les Cardinals. Moi, j'aimerais ça qu'on commence un peu à parler des Cars. On parle beaucoup des Rams, de Tampa Bay, des Packers qui sont des déceptions. Mais il va falloir qu'on commence à parler des Cardinals comme étant des plus grosses déceptions de la NFC cette saison. Là. C'est une catastrophe, la saison d'Arizona en ce moment. Pour vrai, il n'y a rien qui fonctionne. Ben, en fait, la seule chose qui fonctionne,
c'est que la défensive d'Arizona a 5 bonne. touchés défensifs. C'est Très bon. la première équipe cette saison, son numéro 1 dans la Ligue. Ils ont 5 touchés défensifs. C'est à peu près la seule affaire qui fonctionne. La défensive va bien, mais à l'attaque, même avec le retour de DeAndre Hopkins, les Cars ne sont pas capables de faire des longues séquence après séquence. Il y a quelque chose qui ne fonctionne Kyler pas. Murray garde la balle. Du match que j'ai vu la première moitié seulement, mais il garde la balle tellement longtemps. Il cherche un jeu explosif. Vas-y, méthodique. Puis de temps en temps, fait payer la défensive avec des gros jeux. Il veut juste le il gros cherche jeu. trop le coup de circuit. Puis il faut juste qu'il il se calme un peu parce que là, il n'arrête pas de dire à son entraîneur-chef de se calmer, à DeAndre Hopkins de se calmer. Allez, toi, calme-toi. Ouais, c'est ça. Toi, calme-toi. Puis on s'entend qu'à 3-6, là, tu sais, ils ont la même fiche que les Packers. T'as plus de marge de manœuvre. Là. Ben, pour moi, c'est fini. À 3-6, là, tu ne reviendras pas de 3-6. Mais dans la NFC, ça joue pas. S'ils ont une belle séquence de victoire, tout ça peut. Ça joue. En tout cas, Regarde, Marc, on en parlera à la fin de la saison. On en parlera à la fin, mais moi, je pense qu'à 3-6, dernière fois que tu as dit que c'est fini, là, pour les Bengals puis les Titans. Non, ça, c'était une statistique après 2 semaines. Là. Hey, mais Marc, tu m'as dit c'est fini. J'ai pas dit c'est fini. J'ai parlé de Las Vegas, que c'était fini à 0-4 ou quelque chose de même. Ils se font remonter par tout le monde. C'est ça. Bon, là, dans le fond, parlons maintenant des Buccaneers qui l'emportent 16-13 in extremis à la fin du match. Pour moi, pour avoir vu la séquence à la fin, l'attaque des Rams qui n'est même pas capable de gagner un premier jeu, ni par la course, ni par la passe. Les Rams, ça se passe pas bien. La défensive amenée est juste épuisée. Puis l'attaque n'est pas capable de fournir. Petit shout-out à mon père qui était présent à Tampa Bay. Il a passé la fin de semaine à Tampa Bay pour aller voir ce match-là. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est drôle, hein, parce que juste avant la séquence victorieuse de Tampa Bay, on s'est texté. Il me textait pendant le match. Il m'a même FaceTimé. Là, je voyais la foule et tout. Il m'a texté et on s'est texté. On s'est dit « Quel game poche, c'est nul à chier ». Et juste après ça, la séquence de Tampa Bay a commencé pour le toucher victorieux. Fait la différence, c'est le tight end. Oui. Je me souviens plus de son nom. Oui, c'est ça, celui qui a pris la place de Gronkowski, dans le fond. Mais c'est lui qui a le touché victorieux. Oui, puis c'est lui que, dans la dernière séquence, sans time-out, ils font une passe en plein milieu du terrain, puis il devait avoir gagné 60 verges. Premier jeu, passe de 30 verges, Houghton était là. Ouais. Puis c'est lui qui a fait le gros jeu explosif. Après, méthodique, des passes à ligne de côté. Ils ont dû respecter le milieu de terrain avec le tight end qui continue à aller là. Donc, chapeau à lui, il a fait de la différence. Que pour moi, c'est pas une victoire qui me rassure de Tampa Bay non plus. Non. Pour moi, autant les Rams que les Buccaneers, il y a des grosses questions à se poser. Mon père, qui est un fan de Tom Brady, il est aucunement rassuré par Tom Brady. Là. Je comprends. Il dit, j'étais au stade, puis il y a quelque chose qui tourne pas rond. Prochain match contre les Seahawks à Berlin. Oui, ça va être... Moi, je gagerais pas cher sur Tampa Bay dans ce match-là. Mais ils sont à Berlin, puis la statistique qui veut rien dire. Tom Brady est 3-0 dans les matchs internationaux. Marc, dans les matchs internationaux. Oui, merci. Mais pour moi, autant pour les Rams que pour les Buccaneers, il y a des grosses questions à se poser. Ouais, pour les deux, peut-être que pour les Buccaneers, il y en a un peu moins parce qu'à 4-5, ils sont premiers de leur division, contrairement aux Rams, que là, à 3-5, dans une division comme la leur, je ne sais pas à quel point c'est remontable, mais même si Tampa Bay finit par gagner sa division, il y a quand même des questions à se poser là. Oui, puis dernier match, dans le fond, à se jouer, c'est les Ravens contre les Saints. Les Ravens l'emportent 27-13. Pour moi, c'est un no-show des Saints, là. Ouais. C'est pas tant les Ravens qui ont été époustouflants. Je le sais, j'ai 2 joueurs que j'amène tout le temps des statistiques, c'est Fields puis Lamar. Lamar, 12 en 22, 133 verges. Mais tu sais, quand tout fonctionne pour la course, tu n'as pas besoin de passer. Non, c'est exact. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Il n'y a pas eu besoin d'en faire plus, mais c'est des stats pas impressionnantes au niveau de la passe. Non, c'est ça. Ça reste que, tu sais, les Saints, là, à part, je sais pas si tu as vu, à part le toucher un peu étrange en fin du match que les Ravens ont tous arrêté de jouer, parce que tout le monde était convaincu que le joueur des Saints avait mis le pied dehors. Mais ça, à part ça, à part ce jeu-là, les Saints, ils ont que dalle, là. Ils ont rien fait dans ce match-là. Ouais. Puis pour ceux qui n'ont pas vu ce toucher-là, pour vrai, allez voir la reprise juste de ce toucher-là, parce que pour vrai, moi, c'était une des rares fois dans la NFL que j'ai vu une espèce de séquence comme ça que littéralement, tout le monde a arrêté de jouer sur le terrain, sauf le gars qui avait le ballon. Puis les arbitres, ils n'ont jamais sifflé, puis le gars, il a littéralement jamais mis le pied dehors. C'était proche, mais il n'a jamais... Pour vrai, les gars des Ravens, ils le regardaient passer, genre, qu'est-ce que tu fais là? Arrête de flex, genre, là. Puis finalement, le toucher était bon. Mais à part ça, c'est vraiment un no-show des Saints là, dans ce match-là. Les Saints ne se sont pas présentés du tout. Les Ravens vont en rire. C'est un beau highlight. À quand le retour de Winston comme corps arrière des Saints? Là, on en parlera tantôt, là, mais...
Juste Mais rappeler c'est que la semaine dernière, il y a 6 équipes qui n'ont pas joué. Les Browns, les Giants, les Steelers, les Broncos, les Cowboys et les 49ers. Et je t'ai dit la semaine dernière, je vais reparler des 49ers. Oui. Pour de vrai, le prochain match contre les Chargers, je m'attends à ce que les 49ers rincent les Chargers. Je m'attends à ce qu'ils les piétinent. Là, dans le fond, juste vite demain, là, pour la semaine prochaine, semaine 10, il y a encore là, quelques équipes en bye. Là, on parle des Ravens, des Patriots, des Jets et des Bengals. Il y a 4 équipes qui ne jouent pas. La semaine dernière, c'est un peu particulier. Pas beaucoup de matchs à 4h25. Il y a 2 matchs à 4 Ouais, heures. mais il y avait ça. 11 matchs à 1 Je sais, heure ouais, au lieu de 9 ou 7. Vraiment étrange. Je comprends pas Ouais. trop pourquoi. Mais normalement, il y a tout le temps aux 4 matchs à 4h25. Ouais. Mais là, il y en avait comme 2 seulement, puis le reste était à 1 heure. Mais on va parler des matchs prime time à venir. Donc, le match qui est en cours, je ne sais pas si ça vaut la peine d'être vu ou pas, mais c'est les Falcons contre les Panthers. Donc, c'est pas un match que je suggère, parce que les Panthers, c'est des no-shows. Donc, Tu sais, on s'entend, là, c'est une reprise du match d'il y a 2-3 semaines que c'était un match super spectaculaire. Je ne vais pas m'attarder sur ce match-là parce que quand le podcast va sortir, le match va déjà être joué. Fait que je ne veux pas m'attarder. Ouais. En ce moment, pour nous, là, en ce je ne moment, vais pas le dire, c'est triste. c'est triste. C'est 3-0 Caroline au milieu du deuxième quart. Au moment où on parle en ce moment, là, je sais que vous avez déjà le résultat, mais en ce moment, pour nous, c'est 3-0 Caroline avec 7 minutes à faire au deuxième quart. Fait que je commence à regretter mon choix de starter Corderell dans mon fantasy. Match prime time à Berlin à 9h30 du matin, le dimanche. Les Seahawks contre les Buccaneers. Ben, tu sais, je le disais tantôt, moi, je ne gagerais pas très cher sur Tampa Bay dans ce match-là. Moi, Seattle, je le sais que ça fait plusieurs semaines, j'en parle. Moi, à chaque semaine, il m'impressionne de plus en plus. Je trouve que plus les semaines avancent, plus cette équipe-là confirme son identité, une défensive physique qui va chercher des turnovers, une attaque au sol. Mais la défensive qui accorde quand même beaucoup de points par match. Oui. Souvent, c'est un shootout, mais l'attaque met de manière consistante une trentaine de points. Oui. Fait que la défensive joue avec une marge de manœuvre, puis ils le savent. La défensive... Ce qui fait qu'ils vont créer des revirements. Ils peuvent s'en permettre plus. C'est le fun à voir. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça que je disais physique puis créer des revirements parce qu'ils donnent des points, mais ils finissent tout le temps par aller chercher le turnover qui fait la différence dans le match. Puis l'attaque avec Lockett, Metcalf, puis Noah Fent qui a connu un excellent match la semaine passée. Il est underrated dans cet échange-là contre Russell Wilson. Noah Fent, c'est une grosse acquisition de Seattle aussi dans cet échange-là. Vraiment. Ça amène une autre dimension à leur attaque en plus de leur gros receveur. De plus en plus impliqué là, dans le plan de match des Seahawks. Kenneth Walker aussi comme running back. Moi, cette équipe-là, c'est une équipe complète. S'il y a bien une équipe que si je suis Philadelphie, que je ne veux pas affronter en série, c'est bien Seattle. Oui. Les matchs à 1 heure, il y en a plusieurs, mais pour moi, le match le plus intéressant, c'est les Vikings contre les Bills. Ouais. Intéressant parce que je veux savoir si Josh Allen va jouer et s'il ne joue pas, comment vont se comporter les Bills? Est-ce qu'ils vont être capables d'en faire assez pour gagner contre les Vikings? Puis les Vikings à 7-1, s'ils battent les Bills, là, les gens n'auront pas le choix de parler des Vikings comme des contenders sérieux. Puis je trouverais ça vraiment plate que les Bills perdent avec Case Keenum, puis que les gens disent qu'ils ont battu les Bills, mais il n'y avait pas Josh Allen. Non, ouais, c'est ça. C'est encore dénigrer ce que les Vikings nous proposent comme football. Puis je le rappelle, la seule défaite des Vikings, c'est contre les Eagles à la semaine 2. Ouais. Fait que début de calendrier, tout se pouvait encore. Des fois, ils peuvent être pris par surprise. Les Vikings, c'est un slow cooking avec un nouveau entraîneur-chef. Il fallait qu'ils s'habituent au nouveau playbook. Puis la seule défaite, c'est contre l'équipe qui était invaincue. Donc les Vikings, il faut les prendre au sérieux. Puis je trouvais ça vraiment plate qu'on dénigre les Vikings s'ils battent les Bills alors que les Bills n'ont pas Josh Allen. Tu sais, moi, je ne ferai pas de cachette. Depuis le début de la saison, je le dis, là, les Minnesota, je sais pas, tu sais, je suis comme pas convaincu. Moi, j'espère vraiment que Josh Allen va jouer. Puis qu'il va bien jouer, Puis qu'il va bien jouer juste pour qu'on voit pour vrai de quel bois les Vikings se chauffent. Sont-tu pour vrai ou ils vont pogner une bonne équipe puis ils vont perdre? Puis Kirk Cousins, il a du swag. Justin Jefferson, là, il a mis une coupe de collier à Kirk Cousins après le match dans l'avion. Puis Kirk Cousins danse sur un bon beat. Là. Kirk Cousins, il est aimé de ses joueurs. Là. Josh Allen, juste pour dire qu'en ce moment, selon les dernières nouvelles, en date de jeudi soir, McDermott, le coach de Buffalo, dit qu'il est day-to-day. Fait qu'il est au jour le jour. Fait que c'est les dernières nouvelles en date. Peux-tu expliquer le terme jour le jour? Au jour le jour, ça veut dire qu'il est évalué à chaque jour. Donc, ça veut dire qu'il a des chances de jouer dimanche. Oh là là. Merci pour avoir expliqué ce terme football. Là, voilà. dans le fond, les autres matchs de 1 heure, là, juste passer rapidement.
C'est pas des matchs que je conseille, sauf si vous êtes fan de ces équipes-là. Ben moi, Mais il juste y a souligner- un match que c'est pas nécessairement des équipes avec une bonne fiche, mais moi, je pense que ça peut donner un bon spectacle. Attends, je vais dire tous mes matchs, Ok. puis tu me diras lequel OK, parmi c'est bon. ceux-là. OK. Donc, les matchs de 1 heure, il y a Saints contre Steelers. Moi, dans le fond, j'ai hâte de voir ces deux équipes-là jouer parce que je veux voir les Steelers, qu'est-ce qu'ils vont faire contre les Saints, s'ils peuvent arrêter le jeu au sol. Mais il y a aussi Lions-Bears, moi, qui va me surprendre, que j'écouterais si j'étais vous, parce que les Bears, je vais voir s'ils vont continuer sur leur séquence puis battre les Lions. C'est un match qu'ils doivent gagner s'ils veulent avoir une course aux séries éliminatoires. Autre match intéressant qui peut être haut en couleur, les Jaguars contre les Chiefs. À 1 heure, les Browns contre les Dolphins. Il y a aussi les Texans contre les Giants, Broncos, Titans. Et c'est ça qui complète heure, les matchs ouais. de 1 heure. Toi, c'est lequel parmi Ben, ceux-là qui tu en trouves fait, intéressant? Moi, j'en suggérerais... Moi, j'en ai 3 là-dedans. Peut-être que... Wow. OK, fait avec 2 zones, le split screen. Oui, que split tu screen. mets 4 Oui, split matchs. screen. Là. Moi, je pense que, de toute façon, à 1 heure, qui fait pas ça? Là? À 1 heure, il y a tout le temps C'est important. c'est important de faire c'est ça. important, ouais. Détroit-Chicago, moi, je pense que ça peut être un match vraiment le fun à regarder, divertissant, Ouais. qu'on va voir plein d'affaires. Ces deux équipes-là ne feront pas les séries, mais moi, je pense que ça peut être un match vraiment divertissant, un Ben, match le pour les fun à Bears voir. à 3-6, c'est la dernière chance. Ben, moi, je pense qu'à 3-6, c'est mort. Tu penses, mais hein, avec 17 matchs au lieu de 16, le match de plus. Pour faire les séries, ça te prend. Tu sais, il faut que tu finisses au minimum 9-8. Dans la NFC, il y a peut-être une Hein, équipe. les Dolphins, l'an passé, qui allaient nulle part, ont gagné 7 de leurs 9 derniers matchs. Ben, c'est ça que ça prend. Mais les Bears. Pour gagner, ouais. à 3-6, pour passer, il faut que tu gagnes minimum 6 de tes 8 derniers matchs. Minimum. OK. Fait que moi, je me dis, une équipe à 3-6, ça me surprendrait bien gros. Mais Mais, arrête d'être surpris. Surprends-toi pas d'être surpris. OK. Marc. Mais It's moi, okay pour not moi, to be okay. ce match-là, je pense que ça peut être un match excessivement divertissant. L'autre match que je vous suggère, Jaguars-Chiefs, j'ai hâte de voir ce match-là, moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du hype autour de ce match-là. Kansas City, qui ont été impressionnants, mais à cause du nombre de verges qu'ils ont mis la semaine passée, mais qui ont quand même juste mis 20 points. Jacksonville, qui a une bonne défensive. J'ai hâte de voir... J'ai hâte de voir ce match-là. Jacksonville qui a des up and down depuis le début de la saison, mais j'ai quand même hâte de voir ce match-là. Moi, je pense qu'on pourrait avoir un match intéressant. Puis le dernier match va peut-être te surprendre, mais Denver-Tennessee, j'ai hâte de voir ce match-là. Parce que Tennessee, qui n'a pas réussi à mettre beaucoup de points sur le tableau contre les Chiefs, qui n'ont pas une si bonne défensive que ça, là, je me dis Denver, qui ont une excellente défensive. J'ai hâte de voir s'ils vont être capables de mettre beaucoup de points sur le tableau. J'ai hâte de voir si Derrick Henry va être capable d'empiler les verges contre une prime défensive comme celle de Denver. Fait que ouais, j'ai quand même un peu de hype par rapport à ce match-là. Je trouve que Russell Wilson était un peu mieux dans ses 2 derniers matchs. Puis là, ils reviennent d'un bye. Fait que je sais pas, j'ai quand même un petit hype par rapport à ce match-là. OK. Et moi, je trouve ça intéressant, mais je comprends ce que tu veux dire, mais avec les autres matchs de 13 heures, Oui. je ne peux pas suggérer. Mais je vais suivre les highlights. C'est puis ça. je vais suivre les C'est stats ça. du match, C'est ça. mais je ne m'attends pas à vraiment un match qui va être haut en score. Non, ben, on Mais je sais s'entend, même là, pas moi, si ce les Broncos match-là, vont ça être se peut que dans ça le coup. finisse, littéralement, ça se peut que ça finisse 9-6, là. 3 field goals contre 2 field goals, ce match-là. Ben, c'est possible. Oui. Là, les matchs de 4h05, là, j'ai dit que j'en parlerais. Colts contre les Raiders. Il y a juste un match à 4h05. Non, il y a 2 matchs à 4h. Ah, 4h05, mais Oui, 4h25. 4h25, il y en a 2. Ouais, excuse-moi. Les matchs de 4h. On va Ouais, dire la c'est plage ça, ouais. horaire de 4h. Colts, Raiders, Cowboys, Packers, Cardinals, Rams. Ça, c'est les matchs, dans le fond, là, de 4h25. Puis parlons des Colts. Les Colts qui ont congédié tout le monde. Ils ont congédié Frank Reich. Puis Frank Reich. Ils avaient congédié leur coordonnateur offensif la semaine passée. Fait que probablement que c'est le coach en chef qui disait c'est ma dernière chance, je vais congédier lui. Puis là, le propriétaire a dit ben non, regarde, c'est toi le problème. Non, c'est toi, là, mon va-t'en. grand. Et dans le fond, c'est ça, les Colts qui font le ménage. Ils ont nommé Jeff Saturday, qui est un analyste à ESPN. C'est l'ancien centre qui a joué 14 saisons pour eux. En il fait, fait c'est partie le de leur centre- Ring of Honor. C'est le centre qui était là quand Peyton Manning était là. Oui, il y a même une vidéo virale depuis quelques jours là, où les deux s'engueulaient. Allez voir ça, c'est quand même cocasse, c'est drôle. Mais je veux savoir, là, parce que je ne sais pas à quel point tu t'es renseigné sur Jeff Saturday ou sa nomination, mais avant que moi j'en parle, toi, comment tu as vu ça? Puis après, qu'est-ce que tu en penses de ça? Comment j'ai vu ça? Dans le sens que
Moi, j'aime... Éternise-toi pas, mais... Non, mais je m'éternise pas, mais là. moi, j'aime quand même que dernièrement, dans le sport en général, que ce soit au football, le soccer, hockey, j'aime qu'on pense un peu outside the box de plus en plus. Moi, je trouve qu'il y a des coachs de carrière qui ont fait ça toute leur vie. C'est bien, mais des fois, de penser un peu outside the box puis d'avoir quelqu'un avec une espèce d'approche puis une mentalité différente, je trouve que ça marche avec la nouvelle génération, une génération plus jeune, que ça prend un coach un peu psychologue qui est capable d'avoir une bonne psychologie puis d'être capable de s'asseoir avec un gars puis d'expliquer les pour et les contre d'une décision. Moi, j'aime cette mentalité-là. Fait que moi, je suis prêt à laisser la chance à ce gars-là que pour être le centre de Peyton Manning pendant tant d'années, je suis convaincu qu'il y a des qualités humaines puis des qualités tactiques. Fait que je serais comme prêt à laisser la chance à ce gars-là, moi. Là, je vais t'amener ailleurs, Marc. Amène-moi ailleurs. Parce qu'il y a deux vérités qui sont vraies, puis ça fait quand même plusieurs J'aime qu'il y années. ait des vérités vraies. Non, mais il y a des vérités, dans le fond, qui sont vraies pour moi, OK, mais qui sont fondées sur de mauvaises conceptions. Il y a des choses qu'on pense vraies qui ne sont pas. vas-y. Mais je veux bien, dans le fond, d'une vérité vraie. Mettons, je vais aller un peu plus loin. Je ne veux pas faire un hot take, mais je veux amener une piste de réflexion. OK. Parce que toi et moi, les gens ne nous voient pas, mais à nos noms, peut-être qu'ils peuvent s'en douter, on est blanc. Oui. Il y a une règle qui a été implémentée il y a plusieurs années par Art Rooney II, qui est dans le fond le propriétaire des Steelers, puis il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'entraîneurs-chefs de couleur dans la NFL. Peu importe. Pas juste des Noirs, mais peu importe la nationalité, peu importe tes origines, il n'y avait pas assez de représentation de diversité. Ouais. C'était pas, la diversité n'était pas assez représentée. Ils ont créé des règlements pour au moins, pour une entrevue, dans le fond, pour un entraîneur-chef, avoir au moins 2 personnes, dans le fond, de couleur, dont une qui provient de ton staff à toi, et au moins une personne de l'extérieur. Jeff Saturday a été, sur un coup de tête, appelé par le propriétaire « Hey, c'est attendu d'être mon coach intérim ». Et là, dans le fond, souvent, ce qu'on reproche aux entraîneurs-chefs de couleur, c'est « tu manques d'expérience ». Peu importe, même si ça fait 13, 14, 15 ans, ils vont dire « tu manques d'expérience ». Ce gars-là n'a jamais coaché de sa vie, sauf son gars en high school. High school, oui, c'est ça. En high school. Peu importe sa fiche, c'est pas important, c'est du high school. Ouais, c'est du high school. Puis là, tu es en train de dire que la raison pour laquelle tu le veux, c'est qu'il n'y a pas d'expérience, puis c'est une bonne chose. Combien de personnes peuvent jouir de cette opportunité-là? Jeff Saturday, j'aime le gars, j'aime le fait que c'est un ancien joueur, un analyste à ESPN, il y a eu des discussions sur le football avec plein de personnes, il a été entouré de plein de gens. Je suis convaincu que c'est un gars compétent et qu'il va faire une bonne job. Peu importe la fiche, il va faire un bon travail avec les joueurs, il va savoir les motiver, il va savoir leur parler. Mais il y a 2 vérités qui sont vraies, puis il y a 2 facettes à la médaille. On peut être content pour l'homme, mais vraiment fâché, puis on peut crier à l'injustice par rapport au processus d'embauche. Ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a ça pas qui eu... me dérange. Mais il n'y a eu aucun processus d'embauche parce que c'est intérim. Mais en fait, le football, c'est un petit peu différent de tous les autres sports. Ouais, mais attends, la majorité des autres sports, il n'y a pas 350 entrevues là, pour un head coach. C'est le propriétaire ou le GM a son homme en tête. Puis quand ils congédient leur coach, tout de suite, ils disent « Mon homme, c'est lui ». Fait que tu sais, j'ai l'impression que Jeff Saturday a été nommé un peu comme on fait dans tous les autres sports, contrairement à ce qui est fait au football, que c'est un processus long et fastidieux de 50 entrevues pour finalement faire une 2e séance d'entrevue, puis une 3e, puis finalement arriver avec notre homme. Mais dans tous les autres sports, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais mon malaise, là, comme je te le dis, là, c'est que je sens que, admettons, il y a tellement de coordonnateurs défensifs et offensifs de couleur qui sont exceptionnels, qui font une bonne job. Ils n'ont jamais la job, malgré le fait qu'il y a des joueurs qui envoient des lettres, dans le fond, là, pour motiver, pour dire hey, on aimerait ça être coaché par lui, ou même si c'est pour une autre équipe, hein, on sait qu'il s'en va pour les Cardinals, par exemple. Il y a plein de joueurs des Eagles qui avaient il y avait un entraîneur-chef qui il appliquait pour un autre poste, puis genre toute l'équipe a signé une lettre individuelle, puis ils ont comme envoyé pour dire hey, on adore ce gars-là. Il mérite la job. Il mérite la job. Pour vrai, vous ne seriez pas déçus de le prendre. Puis l'excuse qu'on prend, c'est il n'y a pas l'expérience. Puis je comprends que l'expérience, dans le fond, tu as l'expérience humaine vécue, puis même si tu n'as jamais coaché, ça prend une première fois. Puis c'est pas parce que tu as coaché au collégial, donc à l'université, que ça veut dire que tu vas être un bon entraîneur-chef dans la NFL. Prends la preuve avec Urban Meyer l'année passée. Mais bref, c'est pas ça mon point. C'est pas par rapport à l'expérience. Comme je te dis, je suis sûr que Jeff Saturday, avec ses qualités humaines, puis le fait que tu es un centre, tu es intelligent, tu identifies la défensive, tu aides à pointer, tu changes les jeux. Tu sais, dans le fond, tu as une remise de ballon, tu as un lien avec ton corps arrière. C'est sûr que
Je suis convaincu qu'il va faire une bonne job, mais moi, j'ai un énorme malaise par rapport à comment c'est fait. Puis c'est sûr que Irsay, dans le fond, là, Jim Irsay, le propriétaire des Colts, ben dans le fond, il a juste nommé quelqu'un qui connaît, qui aime bien, qui fréquente, puis il a dit comme ça va être le fun d'avoir lui. Mais on dirait que c'est comme si il a pas lu la pièce, il a pas comme compris le non-dit ou le non-sens, puis il a juste nommé quelqu'un qui lui ferait plaisir, puis il crée un précédent, puis ça crée un énorme malaise. Ça fait jaser depuis plusieurs jours, plusieurs crient à l'injustice. Puis si dans le fond, tu veux un ancien Colts, tu as Reggie Wayne, là, ancien numéro 18 pour les Colts, là, qui est dans le fond, là, il y a eu 6 Pro Bowl, il y a eu des All-Pro aussi, qui est déjà sur ton staff depuis 2018, qui coach là. Un coach par intérim, là, des fois, tu es peut-être mieux de prendre quelqu'un qui est déjà en place. Comme les Raiders ont fait l'an passé. Ils ont pris le coordonnateur des unités spéciales. Puis, à la limite, ton gars, ça l'a aidé, tu l'amènes l'année prochaine. Ça, ouais. Ou arrive comme assistant pour dire hey, reste proche de l'équipe, puis c'est toi qui prends les rênes l'année prochaine. Ou on va t'inclure dans le système, puis on va faire une transition smooth. Mais pourquoi en plein milieu de la saison, tu congédies quelqu'un, tu amènes quelqu'un de l'extérieur, dans le fond, tu veux juste un vent de fraîcheur, puis tu penses que le nouveau discours va faire que tout le monde va se réveiller. Hey, tu viens de perdre ton coordinateur offensif, tu viens de perdre ton entraîneur-chef, tu arrives, tu connais pas le système de jeu, tu connais pas le playbook, tu n'as pas ton playbook à toi. Là, c'est un autre gars du staff qui est déjà là, qui va devoir coller les jeux pour toi. Tu as beau être un bon motivateur, tu aurais pu venir les motiver, puis juste être un invité de marque, un ancien joueur qui vient les motiver, qui vient brasser un peu la soupe. Mais comme je dis, pour moi, le parallèle avec les autres sports est frappant. Il y a juste au football que ce processus-là, on le trouve étrange. Tous les autres sports, quand on congédie un coach, c'est ça qui arrive. Quand on congédie un coach, on congédie le coach en chef, tous les assistants partent avec le coach en chef, et le nouveau coach, il arrive. Dans NHL, tu congédies l'entraîneur-chef, c'est l'assistant l'entraîneur-chef qui devient le head coach. Pas tout le temps. Souvent. Je suis pas d'accord. Quand on congédie un coach, là, souvent dans la NHL, c'est le propriétaire ou le GM qui arrive et qui dit « Voici mon nouvel homme. Voici, c'est lui qui prend les rênes à partir de maintenant. » La majorité du temps, c'est ça. Ouais, mais dans NHL, c'est un peu un cercle vicieux. John Tortorella, combien d'organisations il va aller scraper avec sa mentalité? Et là, je choisis un podcast de football. Je veux pas marquer là-dedans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, Saturday, c'est... Ah, mais il y a combien de coachs? Il y en a 22 pour une équipe. Oui. Il y a tellement de coachs. Non, mais ce que je veux dire, c'est juste de dire que le processus pour trouver un coach dans la NFL est tellement différent de tous les autres sports que c'est difficile d'aller en profondeur puis de dire y a-tu préjudice, pas préjudice, dans le sens qu'à partir du moment où le propriétaire, c'était lui son homme, pour moi, qu'il fasse 40 entrevues puis qu'on se fasse un peu de roman savon de « Hey, il a interviewé sur 50 entrevues 15 personnes de la diversité. » Si c'est lui son homme, peu importe qui va passer en entrevue, c'est lui qui va engager de toute façon. Les propriétaires, tu as 31 hommes blancs, puis c'est eux qui décident qui ont le dernier mot. Puis tu regardes les joueurs qui jouent, la statistique, c'est 77%, c'est des gens de couleur qui jouent. Fait que pourquoi tu as près de 80%, c'est 4 personnes sur 5 qui sont de couleur, mais tu as combien d'entraîneurs-chefs qui sont de couleur? Tu en as genre de 1 à 4 par année. T'en as pas gros, là. T'en as vraiment pas gros. Ils sont moins bons, ils sont assez bons pour jouer, mais ils comprennent pas ce qu'ils font. C'est ça la démarche que je te dis. Ça doit aller avec la démographie du sport. Dans la NBA, ils n'ont pas ce problème-là. Je suis 100% dans la NHL, c'est beaucoup à cause que c'est des pays nordiques. Puis dans le fond, il y a pas beaucoup de joueurs de la diversité. Il n'y a pas beaucoup de diversité. Peut-être que il faut aller avec la démographie de ton sport aussi. Puis là, à date, ça, c'est un des seuls sports où ta démographie n'est pas respectée au niveau de l'organisation. Ils sont très bons pour être coordinateur défensif puis offensif, mais la seconde qu'il y a un poste d'entraîneur-chef, on va nommer mon ami du coin qui n'a aucune expérience. Ça peut créer un énorme malaise puis un gros préjudice. Puis il faut en parler. On a pris le temps qu'il fallait. Ouais. Mais honnêtement, je comprends les gens d'être frustrés du processus. Et honnêtement, ça a fait vraiment couler beaucoup d'encre. Puis ça a créé un énorme précédent. Surtout dans les raisons pour lesquelles ils ont aimé. Puis tu me l'as même nommé. C'est le fun qui think outside the box. Puis je comprends qu'il ne faut pas se fier à son expérience. Son expérience de joueur doit être suffisante pour dire qu'il y a une idée pour motiver ses troupes. Mais la manière que ça s'est fait, puis les raisons qu'ils ont données, ça crée un préjudice puis un précédent. Puis c'est pas le fun à voir. Ça crée vraiment des gros malaises au niveau de la NFL. Je comprends. Ça l'a fait couler énormément d'encre. Ça m'a fait capoter. Fait que tu sais, gars, mon but, c'est pas de dire qu'il ne mérite pas sa chance. C'est rien contre le gars. C'est le processus. Parce que surtout quand c'est un coach par intérim dans la NFL, ils vont prendre quelqu'un de la place pour finir la saison. Puis ça, je suis d'accord avec toi. Qu'un intérim qui vient de l'extérieur, c'est très, très rare, ça. Ben, c'est...
dans la NFL. C'est ça. On voit C'est la jamais ça. deuxième fois de l'histoire Ouais. de la NFL, ça arrive. C'est ça. La première fois, j'ai vu la stat, c'était pour une nouvelle équipe d'extension en 1945. C'est la deuxième fois de la vie que ça arrive. De l'histoire de la NFL. Ouais. La deuxième fois. Mm. C'est du jamais vu. C'est ça. Quelqu'un de Ouais. nouveau hors organisation Arrive en intérim. arrive en intérim, ouais. quelqu'un sans expérience. C'est fou, ça. C'est la deuxième fois de l'histoire de la NFL. Wow. Fait que, tu sais, j'espère pour eux, parce qu'ils se battent pour leur contrat, ils se battent pour leur place. Puis là, à date, il y a un gros ménage qui va se faire Ouais. dans les Colts. Puis pour ces joueurs-là, je leur souhaite de garder une niche dans la NFL parce que c'est plate quand l'équipe va pas bien, qu'un paquet de joueurs qui vont se ramasser un peu à gauche puis à droite, Ouais. puis ils vont signer ailleurs. Fait que Mhm. tant mieux tant mieux si ça fonctionne pour eux, mais c'est la roue est débarquée. Les Colts, là, c'est un peu comme pour moi. Oui. C'est un peu comme pour moi pour Caroline. Là, ça augure vraiment Non. pas bien pour la suite. Tant mieux s'ils ont un bon motivateur, ils ont un bon narrateur, mais c'est ça qui est ça. Là, deux autres matchs prime time, Marc. C'est sûr que dans le fond, je ne veux pas trop parler des Cards, des Rams, ni des Cowboys Packers, mais Pour moi, très honnêtement, là, à 4 heures dimanche, il y a 3 matchs. Il n'y en a pas vraiment un qui ça va être un bon. Très honnêtement, là, Rams-Arizona, c'est 2 équipes qui en arrachent énormément. Dallas-Green Bay, Dallas va piler sur Green Bay, va piétiner Green Bay. c'est tout un spectacle Puis- offensif et défensif. Oh oui, Dallas va tabasser Green Bay. Puis Indianapolis, Las Vegas, c'est 2 équipes mauvaises. Las Vegas, on a beaucoup parlé d'Indianapolis, mais là, Las Vegas vient de placer et Warren et Renfro sur le IR, donc la liste des blessés à long terme. Fait que les deux manquent au moins 4 matchs. Las Vegas, à chaque semaine, c'est de pire en pire. Ce match-là, il y a une équipe pas bonne qui va gagner, mais ça ne changera pas le fait que c'est 2 équipes pas bonnes, là, on s'entend. Non, mais un match que je veux voir, là, les 49ers contre les Chargers. Ah oui, ça, on veut voir ça dimanche Ça, soir. c'est un ça gros va être un match très prime bon time. match. Ça, il n'y a pas de compromis. Là. Faites une sieste à 4 heures, mais revenez pour le Oui, match c'est ça. de 8h20. Ouais. Parce que, dans le fond, là, les 49ers, là, qui, pour moi, là, c'est une équipe là, qui peut revenir en santé si des beaux jouent. Reviennent du bail en plus. Avec Christian Vont ajuster McCaffrey, le playbook avec McCaffrey, puis tout, vraiment. ça là, va être électrisant. Puis les Chargers, ça reste qu'ils ont une défensive qui peut faire des jeux. Mais Justin Herbert, s'il n'est pas en santé, ça va mal se passer pour eux. ouais. Moi, je m'attends à une grosse victoire des 49ers. Je serais déçu qu'ils perdent, surtout après les avoir autant vantés. Mais c'est que pour leur saison, moi, je vois les 49ers, ça me ferait plaisir qu'ils gagnent un peu. Là. Oui. Pour tout ce qu'ils ont vécu, puis les blessures, puis dans le fond, dans les dernières saisons, là, ils ont eu des saisons, là, des fois, avec des fins crève-cœur. S'ils peuvent se rendre loin en série, je serais content pour eux. Je suis 100% C'est une équipe d'accord. c'est une équipe Moi, qui je mérite, vois qui est San bâtie. Francisco, gagner ce match-là. Je vois San Francisco aller loin en série. Puis, tu sais, les Chargers, tu le dis, pour moi, ils sont 5-3, mais ils ont tellement été affectés par les blessures, les Chargers, depuis le début de l'année. Je trouve qu'on ne voit pas vraiment cette équipe-là à son plein potentiel. Fait que j'ai de la difficulté à les évaluer puis mettre vraiment une étiquette à cette équipe-là parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le portrait global. Puis je sais pas comment les Chargers vont être capables d'attaquer les 49ers qui ont vraiment une bonne ligne défensive. Ils peuvent stopper Eckler. Oui. Puis ils ont vraiment des Puis bons joueurs si défensifs. si Eckler fait rien avec Herbert qui est blessé et le manque, justement, on parlait de Keenan receveurs, Allen et ouais. Williams. Là, Keenan Allen va peut-être jouer, là, c'est pas Il est clair. questionable, mais c'est parce que s'il joue, je pense qu'il finit pas le match. Ouais, tu sais, il C'est sera le gars pas. qui commence, mais, Ou il va être sur un rep count, là, il va jouer un Ouais. certain nombre de jeux. Son nombre de jeux va être calculé. Fait que tu sais, je suis pas sûr qu'il va avoir un impact sur le match. Fait que pour toutes ces raisons-là, je vois San Francisco gagner ce match-là, mais ça reste que c'est un match que je veux voir. Un match de dimanche soir, prime time, tout peut arriver. Ouais. Là. Fait que moi, pour vrai, ça va être un bon spectacle. J'ai hâte de voir ce match-là. Puis je sais pas quoi penser les Chargers. Est-ce qu'ils vont avoir genre 2 minutes d'attaque en premier quart, puis après ça 15 en Ouais, deuxième? exact. Je sais pas quoi penser trop d'eux autres. Mais ma question là, qui tue, Marc, je veux savoir, là, est-ce que tu penses que les Commanders peuvent donner la première défaite aux Eagles? Moi, c'est mon hot take de la semaine. Ah ouais? On s'est même mon pas parlé, hot là. take, c'est mon hot take de la semaine et c'est ton devoir de match. Ah, je t'ai même pas dit. Non, J'ai pas c'est réfléchi à ton ça. devoir de match, ce match-là. Washington, je veux que tu ailles en profondeur sur Washington. Je veux que tu me dises vraiment cette équipe-là, comment tu évalues cette équipe-là. Puis les Eagles, je veux vraiment que tu me dises, parce que même s'ils sont 8-0, on s'en parlait avant de commencer l'enregistrement. Ouais. On se disait, tu sais, on n'est pas certain. Ils ont quand même eu une cédule facile. Tu sais, ils n'ont pas nécessairement affronté de grosses équipes depuis le début de la saison. Où est-ce que ça s'en va? On a des doutes un peu. Fait que c'est ton devoir de match lundi soir. OK. Mais moi, mon hot take de la semaine, c'est ça. Je pense que Washington va donner la première défaite aux Eagles
aux Eagles lundi soir, prime time. OK. Toi, comment tu vois ça? Moi, honnêtement, là, je sens que c'est un match serré. Puis les Eagles, là, même s'ils prennent une avance de 17-0, de 20-0, les Commanders vont finir par revenir de l'arrière. Les Eagles, je ne les ai pas vus mettre un adversaire hors de portée. Puis je me demande si, un peu comme avec les Texans, le match va être serré au début. Par ça, les Eagles vont décoller ou s'envoler, là, parce que c'est des oiseaux. Mais je ne serais pas surpris de voir les Commanders gagner par un placement en fin de match ou par un toucher à la toute fin. Parce qu'ils sont électrisants, puis ils sont capables de marquer un toucher en fin de match dans le 2-minute drill, donc dans le fond, dans les 2 dernières minutes. Et on dirait qu'ils ont une attaque qui peut être explosive avec beaucoup de bons ressorts de passe, 2 running backs qui sont capables, là, avec Gibson et Robinson, de mettre beaucoup de jeux explosifs puis beaucoup de load sur leur jeu, sur leur quad, sur leurs jambes. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et là, dans le fond, j'ai réfléchi un peu, Marc, puis j'étais un peu tourmenté de ton pour mon devoir de de match, ouais, tu me l'as pas dit, mon devoir de match. J'avais pas réfléchi, j'avais oublié, il fallait que je te donne ça. OK. Mais tu sais quoi? Je veux rester dans la division des Packers. Puis un match que je trouve intéressant, tu me dis qu'il risque d'être divertissant. Je veux voir les New Bears puis les New Lions. Okay. Je veux voir les Lions contre les Bears. Souvent, tu les vois avec un œil adversaire, on veut les battre, c'est mes rivaux de division. Là, regardez d'un œil, puis je veux que tu me dises, Justin Herbert, comment tu l'as vu? Maintenant qu'on sait que Justin Fields. Parce que moi, d'un Justin à l'autre, là, oui, c'est explosif. C'est ça. Je veux voir Justin Fields. Est-ce que, dans le fond, tu l'apprécies plus? Moi, j'arrête pas de vanter, j'arrête pas de dire que c'est le meilleur athlète. Toi, tu me parlais de David Montgomery. Mais je veux savoir, est-ce que tu le considères dans, mettons, le top tiers de la ligue? Est-ce que tu le vois comme un corps arrière qui va devenir dominant dans les saisons futures? Parfait. Parce que là, dans le fond, depuis 3 semaines, ils sont explosifs, mais ils perdent par peu. Là, je me demande s'ils vont en faire assez. Surtout que les Lions sont capables de se faire détruire complètement ou de garder un match serré avec leur défensive. Est-ce qu'ils vont gagner genre un 42 à 7? C'est pas clair l'identité de Détroit. C'est vraiment pas clair. Par-moi de Détroit, puis par-moi des Bears, comment tu les trouves? Les Bears qui sont regaillardis, comme on disait tantôt, depuis leur bye week. Ils sont hallucinants. Fait que Détroit qui sont capables de gagner, de perdre, en fait, sont capables de perdre des matchs 42 à 40 ou d'en perdre 12 à 10, là, c'est comme vraiment pas clair l'identité de cette équipe-là. Gagner par 30 points ou perdre par 30 points, c'est d'une semaine à l'autre, c'est très changeant. Donc, j'ai envie que tu me parles des Lions. Je pense que Amon-Ra St. Brown, il va revenir au jeu ou il est revenu au jeu la semaine passée? Ben, il a manqué 1 ou 2 matchs, mais ça fait quand même une couple de semaines qu'il est revenu. Okay. Mais il y a eu 2 très, très bonnes semaines pour commencer la saison. Et depuis, les blessures l'ont affecté, puis il n'est pas revenu à 100%. Je l'ai su cette semaine, mais sa mère vient d'Allemagne. Et c'est un nom à sonorité allemande. Et c'est pour ça que ses noms sont un peu... Amon-Ra, ça fait égyptien, le dieu... Le dieu je sais pas le lien. Le dieu soleil, là, comment il s'appelait? J'ai vu un reportage à cause du match en Allemagne. Il parle beaucoup de l'Allemagne et des joueurs avec leur identité. Et qui sont soit d'origine nés en Allemagne ou qui ont des parents qui viennent d'Allemagne. Parce qu'il y a Equanimus St. Brown aussi qui joue pour Chicago. C'est un duel entre frères, ce match-là. Mais c'est ça, donc dans le fond, c'est sûr que... parle-moi de la rivalité, frérot. Est-ce qu'ils ont fait un autre jersey swap? Parce que dans le fond, ils l'ont fait déjà par le passé. Mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de tout. Mais comme je te disais, dans le fond, la sonorité, c'est surtout à cause d'un hommage à la maman qui est allemande. Okay. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Donc une grosse semaine de football, je rappelle, les Ravens, les Patriots, les Jets et les Bengals ne jouent pas. Donc Joe Mixon, une bonne semaine de repos après toutes les courses qu'il a faites. Et sinon, dans le fond, pour moi, c'est tout. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu veux aborder, Marc? Je pense que c'est tout. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. On se souhaite une belle fin de semaine de football. Juste mentionner qu'on finit d'enregistrer maintenant. C'est la mi-temps du match du jeudi soir. C'est 13-3 pour les Panthers. Donc, en espérant une deuxième demi palpitante qu'on va sûrement aller regarder avant de se coucher. J'espère un peu de fierté pour les Panthers parce qu'après la semaine dernière, là, ça serait gênant 2 semaines de suite. 2 semaines de suite, ouais, exact. Hey, t'es une équipe de la NFL, là, il faut que tu show up. Là. Ouais. Tu restes peu importe les tourments que tu peux avoir, tu restes des professionnels, puis bats-toi pour ta carrière ensemble. Oui, puis vous, quand vous écouterez ça, vous saurez déjà le résultat, mais nous, on est sur le bout de notre chaise, on se lève, là, on s'en va écouter ça. On se lève à l'instant, on va écouter ça. Je souhaite une belle semaine de football. Marc, bonne soirée, coach. Bonne soirée, ciao.